Mesdames et messieurs, bonsoir et heureuse de vous retrouver sur Gangan TV. À la une de l'actualité, un accidenté a trouvé la mort à Inyasdine samedi parce qu'il n'a pas été pris en charge par des médecins. Isiaga Fofana, dès son accident survenu à la tannerie, a été transporté d'urgence par la protection civile de Matoto. Mais une fois dans les hôpitaux, le personnel soignant a mis en avant l'argent. Affaire des 200 milliards, nos trois confrères sont soutenus par les associations de presse. Celle-ci dénonce la prise de pétition du gouvernement par la ministre Zenab Dramé, mise en cause dans cette affaire. C'est tout pour le sommaire, on se retrouve dans quelques instants pour plus de détails. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonsoir, je vous souhaite la bienvenue. Comme je vous l'ai annoncé dans les titres, manque d'humanisme, non-respect du serment d'Hippocrate ou encore négligence professionnelle. Voilà comme on peut qualifier ce qui s'est passé dans les CHU Donka et Inyasdine samedi. Isiaga Fofana, accidenté dans la soirée à la tannerie, a été transporté d'urgence par la protection civile de Matoto à Donka dans un premier temps. Là-bas, le blessé grave qui se vidait de son sang n'a pas été pris en charge. Il est conduit à Inyasdine par la protection civile. La même scène se produit pendant 2 heures. Aucun médecin ne s'est préoccupé de l'état de Isiaga Souma. Pas d'intervention. Finalement, il rend l'âme à 21 h. Cet état de fait va amener l'adjudant-chef Lucene Diabaté d'informer le commissariat central de Kaloum du comportement des médecins du jour qui ont refusé d'assister une personne en danger. Sorikan Diabangoura, Mamadou Taneba pour les explications. Il est 18 h à la tannerie. Un homme vient de percuter l'arrière d'un véhicule sur l'autoroute Fidel Castro. Son état est grave. Des citoyens alertent rapidement la protection civile qui, à son tour, est venue prendre le blessé, direction le CHU de Donka. Aux urgences, les médecins de garde n'ont pas voulu admettre le blessé selon cet adjudant-chef de la protection civile. On est parti à Donka, on est rentré à Donka. Je suis parti voir le docteur. Lui, il m'a dit carrément que s'il est en coma, qu'il ne peut pas prendre. Qu'il faut qu'on envoie à Yassidine, que c'est là-bas où il y a des spécialistes. Pendant ce temps, l'accidenté, dans un état critique, se vidait de son sang dans l'ambulance. Tel que demandé par les médecins de Donka, il est conduit dans le second CHU de Conakry. À Inyasdine également, les médecins refusent de recevoir le blessé pour un premier temps. J'ai dit à le chauffeur du corps, si c'est pas mal, on va essayer de nous sauver, parce que c'est notre travail. On a pris l'ambulance, on est venu à Yassidine. À Yassidine, je suis descendu, je suis parti voir le docteur. Et ils me disent qu'il ne peut pas prendre le monsieur en charge. De l'envoyer à Chino-Guinée. J'ai dit, comment on peut l'envoyer à Chino-Guinée? On envoie à Donka, Donka a dit que de l'envoyer ici. On a envoyé ici aussi, vous ici, Chino-Guinée. Et le gars, son cas est critique. Avant de fixer des conditions à l'agence secouriste. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Il me dit maintenant, donc, ce qu'ils vont faire, je vais chercher à payer les produits, ils vont faire une ordonnance. Moi, je paye les produits. J'ai dit, écoutez, on joue le même rôle. Nous sommes humanitaires. C'est des dons cas ici. C'est des lieux d'accident à l'hôpital. Si vous nous dites de payer les produits, comment moi je vais payer les produits? Faites d'abord les soins, ses parents viennent vers nous. Depuis que j'ai dit ça, ils ont fait d'eau. Ils ont fait d'eau. Donc, depuis ça, on était à l'attente. À 20 h, soit 2 heures après l'accident, l'état du blessé continuait à s'aggraver dans l'ambulance garée devant l'urgence de l'hôpital Inyasdine. Au même moment, quelques proches cherchaient à rallier l'hôpital. Malgré l'insistance de l'adjudant-chef Lansine Diabaté, il ne sera pas reçu. Au bout de 3 heures de souffrance, il va rendre l'âme à la porte de l'espoir. La scène s'est passée devant ses citoyens. Ce que je viens de voir à l'hôpital Inyasdine, en tant que citoyen, c'est vraiment choqué. On amène des personnes accidentées que l'hôpital refuse de recevoir. Maintenant, la mort s'en suit. Mais le monsieur était couché sur le véhicule de pompiers qui n'était pas mort. Moi, je suis venu aussi pour voir un malade. Si je vais aller le rendre visite, je reviens trouver que le monsieur est déjà décédé. On est censé venir là pour être sauvé. Si on vient pour mourir, je ne vois pas pourquoi on viendra là. Donc, oui, auto ya drafu na bela, auto raso. Je ne pas ne ginyangima. Adama ma irebi na magama. Ibala compra, a irebi na magama. Mutangundina ra fala muna waye mali. Alko yira sauvé. Ah, da ko bri munana. E munu ma bela dinda.
Très remonté contre le manque d'humanisme des médecins du jour à Ignasdine, l'agent de la protection civile est dans tous ses états. Le commissariat le plus proche est saisi. L'un des médecins tente de s'expliquer. J'ai vu le malade. J'ai dit, ah oui, effectivement, ce malade doit aller à ce hôpital. Il dit, mais ce que vous allez faire, il faut qu'on lui prenne la voie veineuse. Ils ont dit, ah d'accord, faites ça. J'ai dit, ah mais on va faire l'ordonnance de l'acheter. Il dit qu'ils sont humanitaires. Il dit, nous on ne peut pas acheter les médicaments. Venu dans l'objectif d'arrêter les 4 médecins incriminés, la police décide finalement de les convoquer dès le lendemain. Aux dernières nouvelles, 3 des 4 médecins sont auditionnés au commissariat central de Kaloum. Le directeur général de la protection civile dénonce une récurrente au niveau des urgences. Il indique également que les médecins incriminés, y compris ceux de Donka, seront poursuivis. Suivez. Les premiers, c'est ceux de Donka, parce que Donka est une grande structure de santé. Comment faut-il que quand un blessé est venu, ils n'ont pas pris de disposition et ils ont presque chassé nos agents d'envoyer à Ignasdine. Donc, c'est tout ce trajet-là, et avec les tracasseries entre les services de protection civile et la santé de Ignasdine, qui a pris du temps, et je crois que, très malheureusement, le jeune a rendu là. Je vais vous dire que mes services étaient toujours confrontés à cette situation. Quand on prend des corps, on envoie dans les morgues, ils s'opposaient toujours pour dire qui prend en charge. Donc, et quand on envoie sur tous les blessés, ils disent qu'il n'y a pas de prise en charge. C'est ainsi que j'ai rencontré M. le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, qui a aussitôt appelé son homologue ministre de la Santé. Une lettre, une note circulaire qui a été faite et signée par le secrétaire général du ministère de la Santé, qui demandait à toutes les structures de la santé du pays que désormais, vous avez une copie que je vais mettre à votre disposition, qui demandait de prendre en charge toutes les victimes, que ce soit les corps et les blessés, quand la protection civile envoie les victimes, que toutes les structures ont obligation de les prendre en charge. Et le commissariat central de Kaloum, qui est compétent, a été instruit de mener des enquêtes autour. Nous ne sommes pas un service d'enquête, nous sommes un service de secours, d'urgence. Comme l'affaire est au niveau du commissariat central, je crois qu'ils vont faire la lumière sur la situation. Nous venons au secours de la population. Quel que soit, j'ai même dit, ceux qui ont des problèmes la nuit, quand il fait tard, ils ont des malades, qu'ils ont peur de l'amener à l'hôpital, qu'ils appellent le numéro 18. Nous sommes là, un service de l'État, tout est gratuit. Dans une déclaration rendue publique ce dimanche, les associations des professionnels de la presse ont apporté leur soutien aux 3 journalistes cités à comparaître devant le tribunal de première instance de Kaloum. C'est dans l'affaire du détournement des 200 milliards de francs guinéens au ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Les professionnels des médias ont dénoncé l'agissement du gouvernement dans sa prise de position dans cette affaire. En ce le ballet reportage. Solidarité oblige, les associations des professionnels de la presse dans leur diversité ont apporté leur soutien aux 3 journalistes cités à comparaître devant le tribunal correctionnel de Kaloum. C'est dans l'affaire de 200 milliards de francs guinéens détournés. La ministre de l'enseignement technique et de la formation professionnelle s'est sentie diffamée par ces lanceurs d'alerte. Dans un communiqué rendu public hier dimanche, les responsables d'associations de la presse signataires sont partagés entre solidarité et étonnement. C'est une déclaration qui soutient les journalistes d'investigation, les lanceurs d'alerte, mais aussi ceux qui ont fait le choix d'utiliser les fuites pour informer la population, mais aussi permettre à la justice, si elle le veut,
d'ouvrir des enquêtes. Dans cette déclaration, nous avons exprimé l'étonnement alors que les journalistes ont conclu un travail d'enquête, un travail sérieux d'enquête sur un détournement. On peut dire un prétendu détournement parce qu'il y a eu dénonciation par les journalistes, mais toujours est-il que le travail, le reste du boulot doit être fait par justement la justice pour rétablir chacun dans son droit. Le premier étonnement de ces professionnels de médias est intervenu à la suite du communiqué du gouvernement soutenant ainsi la ministre citée dans le détournement de 200 milliards de francs guinéens. Puis la convocation de 3 journalistes dont les médias ont traité les informations liées à cette actualité pendant que des enquêtes sont ouvertes par le parquet de Kaloum dans le même dossier. Ce parallélisme judiciaire donne à réfléchir aux yeux du président par intérim de l'Urtelgui. Cela peut biaiser le débat, ça peut amener des charges morales sur le parquet de Kaloum, sur le procureur notamment, quant à la bonne diligence de ce dossier. Donc nous avons regretté cela. Nous comprenons la solidarité gouvernementale, mais lorsqu'il s'agit de détournement de deniers publics, je pense que le gouvernement doit savoir raison garder, et quand il y a question de communiquer dans ce sens, il faut soigner les mots, mais aussi il faut voir l'angle dans lequel on doit communiquer. Le président de l'AGEPI, lui, soutient que la liberté de la presse sera toujours préservée en Guinée. Tout ce que nous disons, c'est que quel que soit ce qui adviendra, la presse continuera toujours à faire son travail dans ce pays, et c'est toujours bon pour ceux qui sont poursuivis, mais aussi pour le gouvernement. Dans la déclaration conjointe, les associations des professionnels de la presse ont rappelé l'article 10 de la loi anticorruption qui protège les lanceurs d'alerte concernant les détournements de deniers publics. Le président par intérim de l'Urtelgui a interpellé le chef de l'État à s'impliquer davantage pour la manifestation de la vérité dans ce dossier des 200 milliards de francs guinéens. Déjà, des informations rassurantes parlent de 35 milliards retournés au trésor public. Suivez. Les informations qui nous parviennent nous laissent croire que le président est en train d'agir dans ce sens, parce que nous apprenons déjà qu'il y a le retour dans l'escarcelle des trésors publics d'un montant de près de 35 milliards de nos francs, justement dans le même lot. Vous comprenez? Le retour, c'est-à-dire que l'argent est retourné au trésor public. Donc je peux dire que tout ça là ne peut pas se passer si réellement il n'y a pas un engagement du chef de l'État. C'est pourquoi j'appelle, je rappelle à la responsabilité dans tout ceci, et j'interpelle le président de la République pour dire que parce qu'il sera le seul comptable de toute cette action qui sera menée justement sous sa mandature les 6 années prochaines. Donc il faut que réellement le pouvoir qui revient à la presse de mener des enquêtes sérieuses sur la gestion de la chose publique, il revient au président de la République de donner un tonus fort. Déjà nous avons vu quand même avec cette loi qui a été votée, on attend sa publication dans le journal officiel pour que ça rentre effectivement en action. Nous voulons des messages forts dans ce sens pour justement consolider les actions que les journalistes sont en train de mener sur le terrain. Aujourd'hui, cette loi va plus loin. Non seulement la loi anticorruption appelle l'État à faire une protection spéciale pour ces alerteurs-là, c'est-à-dire ces dénonciateurs de faits de corruption avérés, une protection spéciale, mais mieux de même leur donner des primes d'encouragement. Vous imaginez, au lieu de primes d'encouragement, au lieu d'encouragement et de protection spéciale, ces journalistes sont aujourd'hui, parallèlement à une procédure légalement ouverte par un procureur de la République, on appelle. Le journaliste sportif Thierno Sadou Diakité a organisé une conférence débat autour de l'accès difficile des bâtiments publics aux personnes handicapées. Il a réuni la FEGIPA et le ministère de l'Action sociale pour discuter sur ce sujet. Mamadou Tanova. Thierno Sadou Diakité est préoccupé par la situation difficile des personnes handicapées. Cette couche vulnérable accède difficilement aux bâtiments publics car leur situation physique n'est pas prise en compte dans les plans d'architecture. Il aurait dû y avoir des textes d'application
qui vont indiquer des normes directives au ministère de l'Habitat, au ministère de la Santé, à l'Ordre national des architectes, avec qui j'ai eu une discussion très houleuse la semaine dernière, parce que dans le code de l'Ordre des architectes nationaux, figurez-vous qu'il est dit ceci: dans la construction des immeubles, la pose des ascenseurs est aléatoire pour un immeuble à 1 ou 2 étages et obligatoire pour des immeubles allant de plus de 5 étages. Je leur ai dit, c'est pas normal. Un handicapé qui loge au rez-de-chaussée d'un immeuble de 3 ou 4 étages, comment il va accéder au 3e ou 4e étage s'il n'y a pas un escalier ou une rampe ou un ascenseur? J'ai dit, on ne peut pas poser un ascenseur à partir du 5e étage. J'ai dit, là, il faut que le ministère des Affaires sociales et le ministère de l'Aménagement et de la Ville revoient cette disposition. La Fédération guinéenne des personnes handicapées a exprimé son souhait de voir le ministère de l'Action sociale s'impliquer davantage dans la résolution de certaines difficultés. Le grand problème en Guinée aujourd'hui, il faudrait que le département se lève. Si le département ne se lève pas, la situation de la personne handicapée sera toujours derrière. Je viens tout récemment à un forum sous-régional. À Niamey, j'étais accompagné par Mme Nancy. C'est l'assistance sociale. Mais quand les autres pays te parlent, tu as honte de ton pays. Qu'est-ce que le département fait en collaboration avec le ministère de la Santé pour la prise en charge sanitaire des personnes handicapées en République de Guinée, pendant que les fonds sont débloqués chaque année? Qu'il y ait un haut commissariat ou un secrétaire d'État chargé des personnes handicapées, parce que cette couche vulnérable a d'innombrables problèmes, confrontée à beaucoup de difficultés. La population vivant avec un handicap physique en Guinée est estimée à près de 200 000 personnes. L'ancien et très célèbre magistrat Doura Chérif est décédé ce dimanche à Conakry. Respecté du monde juridique, Doura Chérif doit sa célébrité au procès des gangs. En 1995, il était le président de la cour d'assises. Il n'existe aucun chiffre officiel, mais selon les ONG, l'Égypte compte entre 60 000 et 100 000 prisonniers, dont des milliers de détenus d'opinion, avec une hausse exponentielle depuis l'arrivée au pouvoir d'Abdel Fattah al-Sisi. Le régime aurait construit une dizaine de nouvelles prisons en 6 ans. Quel est l'état des droits humains aujourd'hui dans le pays? Élément de réponse. 20 septembre 2019. Ce jour-là, au Caire, il flotte un parfum de révolte, voire même, qui sait, de printemps arabe. On manifeste un peu partout dans la capitale. Place Al-Shawan ou place Abdul Mounim Riyad, près de Tahrir. Ils ne sont pas nombreux, mais tous demandent la démission d'Abdel Fattah al-Sisi. Un affront inacceptable pour le maréchal devenu président. Dans les jours qui suivent, la place Tahrir est barricadée, 1500 à 2000 personnes sont arrêtées. Des opposants, mais aussi des enseignants, des avocats ou des défenseurs des droits humains. 2 chefs d'accusation reviennent toujours, propagation de fausses nouvelles et terrorisme. Le président Sisi nie l'existence de prisonniers politiques. Il assure que tous ceux qui sont dans ces prisons sont juste des criminels ou des terroristes. Mais les détenus, qu'ils soient dissidents pacifiques ou journalistes, qu'ils soient islamistes, laïcs ou même chrétiens, sont tous accusés de terrorisme sans aucune preuve substantielle. Vu leur nombre, l'État organise des procès collectifs, des comparutions de masse pour des voix dissidentes devenues des ombres dans le box des accusés. Et rares sont ceux qui osent élever la voix. Ceux qui échappent à la peine de mort sont détenus dans des prisons comme celle de la Torah et son quartier de haute sécurité, Al-Aghrab, Scorpion en français. Selon les témoignages, privation, torture et négligence médicale y sont monnaie courante. Avant son arrivée à Paris, le président Sisi a libéré Gasser Abdelrazek et 2 autres membres de l'initiative égyptienne pour les droits personnels. Ils étaient emprisonnés depuis novembre. C'est insuffisant pour les ONG qui appellent la France à faire pression pour la libération des détenus d'opinion et la défense des droits en Égypte.
Et c'est la fin de cette édition d'information réalisée par toute l'équipe de Gangan RTV. À tous, merci de l'avoir suivi et merci de votre fidélité à Gangan TV. Les infos continuent sur le www.groupegangan.com.